Près de 2 ans après le meurtre de Samuel Paty, l'assassinat de Samuel Paty, l'institution scolaire a-t-elle vraiment tiré les leçons? Il y a à la fois une note des services d'État qui inquiète et en même temps de nouvelles informations sur ce qui s'est passé il y a une semaine dans l'histoire de l'enseignante agressée pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile. On en parle avec nos invités. Bonsoir Naëm Bestandji, vous êtes militant laïque, auteur du Linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile aux éditions Céramis, oui c'est ça. Bonsoir Cécile Olivier, bonsoir. Chef du service police-justice de BFM TV. Bonsoir Véronique Fèvre, chef du service éducation de BFM TV. Bonsoir Dominique Rizet. Chef de rien. Chef de rien, on aime bien, peut-être notre chef de cœur. Donc consultant police-justice de BFM TV. Il y a plusieurs notes confidentielles, on va essayer de les comprendre grâce à vous, Cécile Olivier, notamment une qui date du 29 août, qui raconte une offensive islamiste à l'école via différentes stratégies. Lesquelles ? Alors c'est une stratégie qui se déploie sur les réseaux sociaux avec des comptes anonymes, notamment sur Twitter et sur TikTok, où des gens incitent des élèves à porter soit le voile, soit des tenues religieuses comme des abayas ou des camis, et qui leur expliquent comment contourner la règle. Et la note cite par exemple l'exemple d'une influenceuse islamiste qui sur TikTok explique comment il faut porter une ceinture quand on porte une abaya pour pas que ce soit vu comme un vêtement islamiste. Il y a aussi des messages qui incitent les élèves à faire la prière au sein de l'école en disant que c'est absolument pas une excuse d'être à l'école pour ne pas faire la prière et qui donc conseillent eh bien, de prier sur les temps de pause en allant par exemple bien aux toilettes, dans les cages d'escalier, dans des locaux d'entretien ménager ou tout simplement dans des salles de classe vides. Et puis il y a une nouvelle tendance, alors qui émerge, qui n'est pas encore massive, mais qui consiste toujours sur les réseaux sociaux à faire une sorte de chantage envers des jeunes filles qui viendraient au lycée sans leur voile, qui serait de les prendre en photo lorsqu'elles n'ont pas leur voile et à publier la photo sur le réseau Snapchat de façon à mettre une pression sur elles et pour qu'elles n'osent plus venir au lycée sans leur voile. Et on arrive à savoir qui est derrière tout ça ou pas? Alors ce sont des comptes anonymes, comme je vous disais. C'est sur Internet, donc c'est impossible de remonter. Voilà. Jusqu'ici. C'est une vraie question, Véronique Fèvre. À quel point est-ce concerté? C'est une vraie question. On voit depuis, on avait déjà remarqué ce phénomène-là sur les réseaux sociaux. On voyait déjà des incitations. Ça peut être aussi des étudiants qui incitent des lycéens à porter des tenues religieuses. On le voit, les chefs d'établissement le voient aussi sans forcément que ce soit sur les réseaux sociaux. Moi, ce qu'on m'a signalé, c'est des jeunes filles qui commencent à mettre le voile, expliquent à leurs camarades que c'est la bonne manière d'être musulmane, qu'il n'y en a pas d'autre, et qui font des émules, et qui ensuite organisent des actions concertées pour venir en classe. C'est quelque chose qui est très difficile à gérer pour les chefs d'établissement, parce que ces jeunes filles sont déterminées, extrêmement déterminées. Parfois, on m'a même expliqué que une famille était aux côtés d'une jeune fille, une famille musulmane était aux côtés d'une jeune fille dans le bureau du chef d'établissement. Les parents expliquaient à la jeune fille « Non, tu n'as pas besoin de le porter. Tu sais bien que l'imam a dit que ce n'était pas obligatoire. » Mais la jeune fille persiste. Alors, il peut y avoir beaucoup de choses qui expliquent cela. Il y a une peur, une superstition qui est très importante aujourd'hui chez les jeunes. Les statistiques le montrent. Une peur, par exemple, d'aller en enfer. Et donc, vous avez des imams autoproclamés sur TikTok qui menacent ces jeunes filles d'aller en enfer si elles ne se conduisent pas comme des bonnes musulmanes. C'est quelque chose d'assez de possible. Vous pouvez aussi avoir toutes les motivations qui relèvent de la pudeur adolescente, de j'aime pas mon corps. Il y a énormément de choses. Il y avait aussi dans les explications une note du renseignement territorial dont on avait parlé au mois de juin, où les policiers analysaient ça aussi comme une sorte de rébellion adolescente qui était de s'opposer aux professeurs et de contourner la règle, y compris la règle de la laïcité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a clairement
clairement une instrumentalisation de ces jeunes filles par des groupes salafistes. Oui, et on voit bien, c'était la troisième ligne de notre tableau, appel à la conflictualisation vis-à-vis des professeurs, pour bien leur mettre la pression. Ça va jusqu'où, cette pression qui est mise sur les enseignants? Pour qu'ils ne râlent pas, pour qu'ils ne disent pas à une élève « enlève ton voile », par exemple. Eh bien, il y a de plus en plus d'élèves, mais aussi de parents d'élèves qui n'hésitent plus à utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer la stigmatisation dont ils estiment faire l'objet et qui n'hésitent pas non plus à donner les identités des professeurs, des CPE, de ceux qui demandent aux jeunes filles d'enlever leur voile et de divulguer les identités sur Twitter, par exemple, de donner les adresses aussi. C'est arrivé notamment à des professeurs et des CPE à Lyon, à Grenoble, à Rouen, et ce sont des procédés qui font évidemment penser à l'attentat contre Samuel Paty en octobre 2020, ce professeur d'histoire qui avait montré des caricatures du prophète lors d'un cours d'histoire, et l'engrenage qui avait mené jusqu'à son assassinat avait démarré sur Facebook, sur une vidéo postée par un parent d'élève et qui était devenue virale, et ça avait échappé à tout contrôle. Comment ne pas penser en effet à l'assassinat de Samuel Paty? On est 2 ans après. Est-ce que les leçons ont vraiment été tirées? Alors, pas toutes les leçons, certaines oui, d'autres non. Pour revenir justement à ce que vous disiez, pour les raisons qui sont manifestées pour porter le voile, vous parlez de l'enfer, vous parlez de la pudeur, c'est justement tout ce dont je me suis attaché dans mon livre pour expliquer, apporter ces réponses aux gens qui se demandent comment est-ce qu'au XXIe siècle, des jeunes filles, des femmes se mettent à se cacher sous un voile pour ne pas exciter sexuellement les hommes. Parce que la prescription du voile, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Et pour inciter les jeunes femmes à faire ce qu'elles appellent le libre choix du port du voile, c'est de brandir, puisque la menace humaine, c'est-à-dire tu risques d'être agressé sexuellement, c'est limité. Par contre, la menace de l'enfer, de déplaire à Dieu, là c'est catastrophique. Donc on joue sur plusieurs tableaux. La religiosité du voile, qui n'en est pas une en islam, hein, le voile n'est pas une prescription coranique mais islamiste, la religiosité est là pour justement contraindre encore plus, apporter un poids supplémentaire à l'injonction patriarcale du voilement des femmes. Ensuite, par rapport aux initiatives, qui sont derrière tout ça? Ce sont des initiatives individuelles. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? L'idéologie. C'est-à-dire que vous avez des prédicateurs, les anciens qui communiquent par des conférences, des livres, des plus jeunes qui communiquent sur les mêmes réseaux sociaux que ces jeunes filles, expliquent avec ce que je viens de dire pourquoi est-ce qu'une femme doit se voiler, et ils arrivent à retourner l'infériorisation de la femme, c'est-à-dire l'aspect dégradant du voile, en une forme de fierté identitaire, et de faire de leur religion, c'est-à-dire de détourner l'islam de sa fonction spirituelle pour une volonté d'affirmation identitaire à travers les corps des femmes. Selon les islamistes, les femmes sont le porte-étendard de leur religion et que le voile est le drapeau de leur religion. Parmi les différentes stratégies, il y a notamment le jeu de cartes que vous avez avec vous, Dominique Rizet. Vous allez nous le montrer dans un instant. Écoutons d'abord la réaction du ministre Pap Ndiaye. Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires, concernant les atteintes à la laïcité. Nous aurons des données plus précises à partir du début du mois d'octobre. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée, mais nous surveillons la situation avec attention. Expliquez-nous, Dominique, quel est ce jeu de cartes que vous avez apporté? Alors, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Sahaba Heroes, et ça veut dire littéralement les compagnons héros. On est dans la droite ligne de ce que vient de nous révéler Cécile Olivier, donc révélé ce matin sur BFM TV, c'est cette note des services de l'État, on va dire du renseignement territorial, sur les dangers à l'école de ce communautarisme, de ce que vient de dire Véronique, monsieur aussi. Donc ce jeu, il a été signalé par une note du renseignement territorial en 2021. Il a été remarqué une première fois dans la Creuse, une deuxième fois à Dijon. C'est un jeu de cartes à collectionner. Les voilà, ces cartes. C'est un peu comme les cartes Panini de notre enfance ou les Pokémon. Mais c'est un jeu qui m'enseigne des personnages éminents, je ne bouge pas, je reste comme ça, de la tradition musulmane. On dit des compagnons, mais ce sont plutôt des héros, des combattants armés, des épouses, des successeurs immédiats du prophète, dessinés sans yeux, sans visage, conformément à une stricte interdiction des images par l'islam. Quand le renseignement territorial a signalé l'existence de ce jeu et son inquiétude
sur la pratique, l'utilisation de ce jeu par des enfants dans des cours d'école, par exemple, et pas seulement, eh bien, les policiers ont dit ça aggrave le phénomène de communautarisme, puisque les enfants qui vont jouer avec ce jeu sont des enfants musulmans qui, par définition, vont exclure leurs camarades non musulmans qui ne pourront pas jouer à ce jeu. Et dans ce jeu, le renseignement territorial parle, on a écouté le ministre à l'instant, de l'atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires. Écoutez bien, Sahaba Heroes fait la promotion des codes vestimentaires du salafisme. Les filles sont présentées avec un voile, les garçons vêtus de camis. Les personnages polythéistes ou chrétiens sont systématiquement présentés comme néfastes, sauf quand ils se convertissent à l'islam. Les personnages mécréants sont sur... C'est toujours la note du renseignement territorial. Les personnages mécréants sont sur un fond sombre dans la version islamique. Ils sont sous un jour plus favorable. Ils apparaissent sur un fond lumineux. Beaucoup de cartes mettent en avant des personnages qui se distinguent par leur bravoure au combat, voire leur sacrifice en martyr dans les combats les opposant aux ennemis de l'islam. Il y a cette carte, notamment, qui s'appelle Sumaya bin Kayat, qui valorise la mort en martyr. Voilà ce jeu. Et à quel point il est populaire ou vendu en ce moment? Alors, vous savez, il est extrêmement populaire. Il est vendu sur Amazon, il est vendu sur Internet, il est vendu dans des commerces salafistes. Et c'est un jeu qui, passez-moi l'expression, c'est un jeu qui cartonne parce qu'il y a sur Internet énormément d'influenceurs. On ne va pas citer leur nom parce que sinon ça va. Mais il y a des influenceurs qui ont des centaines de milliers de personnes, comme on dit, qui les suivent, des followers, voilà, des followers et qui font la publicité de ce jeu. Et franchement, c'est très très malvenu dans le contexte dont on vient de parler, la mort de Samuel Paty. Et ce jeu, il est sorti, il a été signalé en France quelques mois seulement après la mort de Samuel Paty. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard Ravet. Vous nous rejoignez à l'instant. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien principal de collège à Marseille, président de la commission éducation de la LICRA, auteur du livre Principal de collège ou imam de la République aux éditions Kéro. Est-ce qu'il faudrait interdire ce jeu? Moi, je pense qu'il faut interdire ce type de jeu. Je pense qu'on est quand même dans une réglementation qui sont les lois qui protègent la jeunesse sur la littérature. C'est les seuls restes de la censure en France. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce jeu. Vous parliez des influenceurs, mais il y a aussi tout ce qui se développe. J'allais dire, quand on voit ce qui se passe sur TikTok, où aujourd'hui l'évolution, il n'y a plus besoin d'imams salafistes, il suffit d'avoir des camarades influenceurs. C'est ce que j'appelle, moi, une forme de... Et ce qui s'est passé, la note des renseignements généraux, j'allais dire, elle ne nous étonne pas. Mais elle montre, je dirais, une évolution. Alors après, il y a le problème du quantitatif, mais pour le moment, c'est une évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vers des modes d'endoctrinement de la jeunesse de plus en plus tôt. Moi, j'ai vu sur TikTok une gamine de 5 ans qui donne des conseils à des adultes musulmans. On est vraiment dans cette problématique-là. Alors, vous parliez de Samuel Paty, son exécution, parce que moi, je parle d'une exécution, parce que je pense qu'il n'a pas eu de procès, s'il y a vraiment quelque chose d'affreux. C'était un premier pas. Ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est que les jeunes sont une population fragile. Si on a des lois qui protègent la jeunesse, la République protège sa jeunesse, là, on est très démunis parce que faire sortir ce genre de produits toxiques et surtout que la diffusion se fait de jeune à jeune, c'est-à-dire que c'est plus diffusé de la part d'un média central, mais ça part, j'allais dire, on le transmet à ses copains, qu'ils transmettent à ses copains. Et moi, je pense qu'on a là cette note, elle doit nous obliger à un certain nombre de choses. Des associations comme la LICRA à se battre pour une laïcité sans concession, mais aussi, je crois, le soutien aux enseignants. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons
les associations, mais je dirais chaque citoyen se doit de soutenir les enseignants dans ce combat. Et Ce jeu, il est fabriqué dans les Émirats Arabes Unis. D'accord. À propos des enseignants, vous dites qu'il faut soutenir les enseignants. Il y a cette histoire du 16 septembre, Cécile Olivier, dont on peut de nouveau parler aujourd'hui. Cette enseignante qui est agressée après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Ça s'est passé comme ça Qui est menacée, en tout cas. Donc, c'était le 16 septembre, lors d'une sortie scolaire. C'était lors des journées du patrimoine, une sortie à la bibliothèque. Et il y avait cette jeune fille, une lycéenne, qui était voilée, qui avait une abaya et qui a refusé d'enlever son voile et son abaya, alors que sa professeure le lui demandait. Le ton est monté. La jeune fille a fini par appeler sa famille, sa mère et son grand frère de 22 ans, qui a fini par débarquer au lycée et qui a menacé verbalement la professeure en lui disant notamment « je vais te défoncer », donc menace physique. La prof a porté plainte, le jeune homme a quand même passé 48 heures en garde à vue et il sera jugé prochainement au mois de décembre pour outrage et menace à une personne chargée d'une mission de service public. Est-ce que vous trouvez que ça a été la bonne réponse ? C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. J'allais dire, faut-il encore que l'enseignant sorte de son silence, Regardez ce qui s'est passé dans l'affaire Samuel Paty, parce que l'enseignant, moi ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a on parle de l'islam politique, mais moi je dirais une politique qui ferme les yeux sur la réalité. Justement, alors j'attrape au vol ce que vous dites, parce qu'il y a cette phrase dans le rapport que je passe en boucle dans ma tête. Ils disent « Si quelques personnels d'établissement participent implicitement à la propagation de la rhétorique salafo-frériste à l'école, une grande majorité d'entre eux font l'objet de menaces, voire de critiques sur les réseaux sociaux. » La deuxième partie de la phrase, la pression sur les enseignants, on en a parlé. Je voudrais qu'on s'arrête sur le début de la phrase. Si quelques personnels d'établissement participent implicitement à la propagation de la rhétorique salafo-frériste à l'école, ça veut dire quoi ? Alors, il faut bien comprendre que ce qui se passe à l'école, ce n'est pas l'irruption du problème. L'école est le réceptacle des problèmes de la société. Et ce qu'on voit à l'école, c'est les phénomènes qu'on retrouve ailleurs dans la société. Et parmi les enseignants, vous avez donc, comme dans la société, des enseignants qui sont parfaitement laïcs et qui tiennent bon. Vous en avez d'autres, pas seulement chez les enseignants, mais dans le personnel aussi, qui sont très relativistes, voire soutiennent les revendications islamistes. J'ai des remontées, moi aussi, d'enseignants qui s'alarment sur ces situations. Je connais moi-même, personnellement, des enseignants qui soutiennent Tariq Ramadan, qui soutiennent le voilement des femmes et qui ne voient aucun problème au burkini ou au voilement des petites filles et qui sont professeurs d'histoire-géographie comme l'avait été Samuel Paty. Donc c'est un problème qui est profond et c'est pour ça que les solutions qui peuvent être apportées sont bien sûr à l'école, mais c'est surtout en amont. Comment fait-on pour lutter contre l'islamisme dans la société française et pas seulement à l'école ou à travers les lois comme celle de 2004 ou de 2021 sur le séparatisme? Ça, on traite les conséquences, on ne traite pas les causes. Et c'est pour ça qu'il faut réarmer intellectuellement les enseignants, qu'il faut mettre à leur connaissance parce qu'il y a des ouvrages qui sont sortis. Le mien date de quelques mois, mais le vôtre date depuis plus longtemps. Il y a eu aussi, encore quelques jours, un nouvel ouvrage qui est sorti sur le salafisme à l'école, le rapport Aubin de 2004, etc. Donc les alertes sont passées depuis longtemps. C'est pour ça que le propos du ministre de l'Éducation nationale sur on va attendre les chiffres, on les connaît tous. Donc c'est ça, c'est une prise de conscience générale, pas seulement à l'école, mais dans la société française. Et il faut dire que sous Jean-Michel Blanquer, une formation pour les enseignants par établissement a été promise avec un plan sur 4 ans pour former tous les personnels. Parce qu'il faut bien comprendre que dans un lycée, quand quelque chose se passe comme ça, il faut que les assistants d'éducation, le CPE, les chefs d'établissement, les professeurs soient raccords. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les maillons ne tiennent pas. Merci beaucoup à tous les 5. Désolée, c'est terminé d'avoir été avec nous ce soir.